Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de X-Men 97, épisode qui s'appelle Question de vie ou de mort partie 2. Et là je comprends encore moins bien l'idée d'un épisode de ce qu'ils ont fait dans l'épisode 4 en fait avec le Motendo Question de vie ou de mort partie 1, parce que cet épisode là est à nouveau un épisode coupé en deux. Voilà, donc à nouveau on suit la fin de l'histoire de Tornade et Forge, et en même temps on suit l'histoire de Charles Xavier et les Shire euh, avant que Charles Xavier ne revienne sur Terre. Alors, pourquoi la structure des épisodes 4 et 6 me dérange? Ça me dérange parce qu'à chaque fois ça va assez vite. Ce qui veut dire qu'on aurait pu faire un épisode complet sur Tornade et Forge de 30 minutes et qui aurait été extrêmement bien, sans coupure et tout ça, vraiment juste suivre leur aventure à tous les deux, voilà, avant que Tornade revienne également dans les X-Men, ça aurait été très très bien. Je ne dis pas que l'épisode de Mojo était mauvais, parce que la partie de Mojo j'ai adoré, c'était trop trop bien, mais au bout d'un moment, c'est soit tu fais une série de 11 épisodes et tu fais un épisode Mojo, un épisode Tornade et Forge et un épisode Charles Xavier, mais tu fais pas des mélanges comme ça. Moi, franchement, j'ai trouvé que c'était nul. Honnêtement, je trouvais que c'était nul. Parce que l'épisode sur Mojo aurait pu être plus long, encore plus cool. Voilà. En plus, t'as un personnage comme comment il s'appelle le mec dans Deadpool avec les cheveux rouges, pas Longshot ou un truc comme ça, qui à la base il vient de l'univers de Mojo. Donc pourquoi ne pas le mettre dans la série? Tu sais, t'as le petit clin d'œil et tout. Et les gens qui regardent Deadpool, ils sont contents aussi. Ouh putain, ça va craquer. Mais voilà. Le truc, c'est que ça a juste servi, voilà, de faire une petite aventure, de faire le préquel à l'épisode Tornade Forge. Du moins, c'est ce qu'on pense. Sauf que quand on arrive sur l'épisode Tornade Forge, en fait, c'est pas que Tornade Forge, c'est aussi un épisode sur les Shire et Charles Xavier. Tu te dis, ok, qui du coup, ça sert également de préquel à la suite. Et tu te dis, mais oh là là, mais faites juste des épisodes complets, pas des semi-épisodes. Parce que c'est nul. Les histoires sont pas mauvaises, encore une fois, je parle bien de la structure des épisodes qui n'est pas bonne. Ce n'est pas bon. Je veux dire, quand là tu vois la miniature, que en plus le résumé il te parle de tornade et tout, et que l'épisode il commence et que t'es dans l'espace, tu te dis quoi? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Tu te trouves avec Gladiator et d'autres Shire, tu te dis mais what? Où est-ce qu'on est passé? Tu comprends rien de ce qui se passe parce que c'est pas du tout ce que l'épisode il te promet quand tu lis le résumé, que tu vois la miniature, même le titre, hein, puisqu'on est sur une partie 2, donc techniquement on est censé faire suite à ce qui s'est passé dans l'épisode fin d'épisode 4, qui au moins lui avait l'intelligence d'avoir deux titres pour chacune partie de l'épisode. Mais franchement, c'est peut-être l'épisode que j'ai le moins aimé. C'est même pas peut-être, c'est l'épisode que j'ai le moins aimé de X-Men 97. Euh, voilà. Parce que d'un côté, on continue de nous montrer l'aventure avec Tornade et Forge, où encore une fois, Tornade, c'est pas du tout mon kiff. Du coup, qui en gros va continuer à affronter l'adversaire, qui va tenter de sauver Forge du poison qu'il a dans le corps suite à la morsure de l'adversaire, adversaire qui est méga stylé. Par contre, le méchant est vraiment méga stylé. On apprend que Forge, il peut également faire de la magie en fonction de quelques bases qu'il a appris de sa mère et tout, un peu comme Fatalis. Fatalis qui, dans certains comics, maîtrise aussi un peu la magie. Et, euh, et voilà. Donc, ils vont se rendre dans une sorte de caverne, voilà, et en gros, Tornade va récupérer ses pouvoirs. Et en fait, on va comprendre que le pouvoir ne vient pas uniquement en fait du tir du bourreau dans l'épisode 2, mais qu'en fait ça vient aussi de son esprit à elle. Comme elle n'assume pas d'être une mutante, qu'elle ne s'aime pas en tant que mutante et tout, voilà, qu'elle n'accepte pas ce qu'elle est, en fait ses pouvoirs restent bloqués mentalement. Et ce qui fait que à partir du moment où on va finir par s'assumer de qui elle est, qu'elle est une mutante, que c'est comme ça et que voilà, c'est tout. Du coup, elle va récupérer ses pouvoirs. La scène où elle récupère ses pouvoirs, elle est méga stylée.
Mais j'aurais aimé plus, quoi. J'aurais aimé un affrontement avec l'adversaire ou un truc bien mieux, quoi. Parce que bah là, elle récupère ses pouvoirs, tu la vois voler dans les plaines avec les chevaux, machin. Tu vois, voilà, son changement de tenue, voilà, vraiment son pouvoir qui reprend de la puissance et tout. Mais bah, tu la vois pas vraiment affronter l'adversaire, tu la vois pas. Bon, en même temps, l'adversaire se nourrit des peurs, de ce genre de sentiments négatifs. Donc, effectivement, à partir du moment où Tornade n'en a plus, l'adversaire ne peut plus vraiment l'attaquer. Mais j'aurais quand même aimé un petit truc un peu plus stylé pour se débarrasser de l'adversaire. Et le truc, c'est que d'un coup, elle récupère ses pouvoirs et tout, et puis hop, on passe à la cabane où elle a déjà récupéré la plante, déjà préparé le remède et tout. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est nul de faire ce genre de montage. On passe deux histoires en même temps parce que ben, on coupe plein de trucs. Genre, en plus, Forge il est en train d'expliquer oui, le seul truc qui peut soigner, c'est une plante qui est dans tel endroit, il faut aller au fond des cavernes et tout. On sent que c'est un truc qui rassure pas Tornade. Et en fait, bah, elle récupère juste ses pouvoirs, bam, l'histoire est finie, et tu dis ok, en fait, on a une grosse ellipse. Qui a quand même pu être intéressante à travailler malgré le fait qu'elle ait récupéré ses pouvoirs, parce que pouvoir ou non, si quelque chose te fait peur, bah ça te fait peur. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé un peu dommage. Voilà. Mais en tout cas, Forge et Tornade vont mieux, l'un est soigné, l'autre récupère ses pouvoirs, enfin du coup les deux sont soignés d'une certaine manière, et, euh, et du coup, il découvre en direct des infos la catastrophe qui s'est passée à Genosha. Et du coup, bah, on se doute bien que Tornade, au moins Tornade, parce que bah, les miniatures des épisodes sur Disney Plus spoil totalement que Tornade allait récupérer ses pouvoirs et revenir. Je l'ai pas dit avant de parler de cet épisode, mais clairement les miniatures le spoilaient totalement, parce que bah, la miniature du dernier épisode, c'est Tornade en train d'utiliser ses pouvoirs. Donc bon, voilà. Bon, en même temps, on se doute bien, Tornade c'est un des membres les plus connus des X-Men, peut-être l'un des plus aimés. Moi, je sais que personnellement, je suis pas fan, comme beaucoup ne sont pas fans de Cyclope. Je fais le parallèle parce que Cyclope c'est mon préféré, mais ça reste quand même un personnage méga populaire, Tornade. Donc on se doute bien que voilà, elle va pas juste vivre une vie d'humaine dans son coin. Mais un peu plus de suspense, voilà, et pas spoiler avec les miniatures, ça aurait été pas mal. Voilà. Euh, du coup, bah, on se doute voilà, que Forge et Tornade vont rejoindre les X-Men, et que en gros dans l'épisode 7 ou 8, puisque bah, 8, 9, 10 en gros c'est trois épisodes liés ensemble, donc on se doute que soit Tornade et Charles Xavier vont revenir dans l'épisode 7, soit ils vont tous les deux faire leur retour dans l'épisode 8. Ou enfin bah, ils vont bien revenir à un moment donné quoi. Voilà. Euh, du coup, dans cet épisode, comme je disais, on a pris la partie Forge Tornade, mais on a aussi une partie Charles Xavier. Et oui, parce que quand l'épisode il ouvre, du coup on a les Shayars qui sont en guerre contre les Kree. Du coup, on voit Gladiator et la garde impériale des Shayars affronter, euh, les Kree, notamment Ronan l'accusateur. Et on voit à quel point les Shayars sont méga puissants comparés aux Kree. Surtout Gladiator, parce que Gladiator est vraiment méga puissant. D'ailleurs, je crois que Colossus, dans une histoire avec les Shayars, avait affronté Gladiator dans un combat très serré, mais je crois que Gladiator avait quand même battu Colossus, mais quand même à pas grand chose, quoi. Voilà. Et du coup, là, ils vont réussir à battre Ronan. Et on apprend qu'il cherche l'intelligence suprême, qui en gros est une sorte de cerveau dans une cuve qui est méga intelligente et du coup contrôle l'Empire des Kree. Parce que ce qu'on a vu dans Captain Marvel, c'est de la merde. Voilà. L'intelligence suprême ne ressemble pas du tout à ce qu'on a vu dans Captain Marvel. C'est vraiment à chier ce qu'ils ont fait avec. Bref. Du coup, l'histoire ensuite se balance du côté que on apprend que l'impératrice des Shayars, j'ai oublié son nom, va se marier avec un terrien qu'elle a sauvé, qu'elle a soigné, voilà, et qu'elle a envie d'épouser
Charles Xavier. Et oui, parce que depuis tout le début de l'histoire, on nous dit oui, Charles Xavier est mort, Charles Xavier est mort. Et en fait, non, il n'est pas mort. Et oui, comme je dis, tant qu'on n'a pas vu de corps, c'est qu'il n'est pas mort. Et en plus, tout le monde dit qu'il est mort, mais c'est qu'on n'a jamais eu de flashback montrant comment il est mort. Voilà, il y en a qui se vantent de l'avoir tué, d'autres qui disent qu'il est mort, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu de flashback concernant sa mort. Et du coup, bah, comme je dis, tant que tu ne vois pas de cadavre, que ce soit dans le flashback ou dans le présent, c'est que la personne peut toujours être en vie. Donc, bah, Charles Xavier, on en a la preuve ici, on n'a jamais montré son cadavre, ni pendant les flashbacks où on parlait de lui en tant que personne décédée, ou quand quelqu'un, je crois que dans l'épisode 1 ou 2, où il y a un personnage qui vont voir, qui pense du coup avoir tué Charles Xavier, mais on ne fait pas de flashback pour nous montrer le cadavre de Charles et tout ça. Donc, ça prouve ce que je vous dis, et ce que beaucoup de gens disent, hein, qui connaissent bien la fiction. Quand tu ne vois pas un cadavre, c'est que la personne est toujours en vie. Enfin, du moins, il y a un énorme pourcentage que la personne soit toujours en vie. Bref, même si, dans les comics, même quand tu meurs réellement, il y a toujours des procédés pour faire revenir. Mais bon, ça c'est encore un autre point. Du coup, Charles Xavier, du coup, lui, il est tranquille, hein, voilà, il a un exosquelette qui lui permet de marcher, il est amoureux de l'impératrice, tout se passe bien, mais un élément perturbateur va s'élever, soit la sœur de l'impératrice. D'ailleurs, dans la garde Shire, je me demande s'il n'y a pas le frère de Cyclope. Pour ceux qui ne sauraient pas, Cyclope, il a son frère Havok, qu'on a vu dans X-Men le commencement, qui est complètement raté, voilà, surtout qu'en sachant que Havok à la base c'est le petit frère, mais bon, hein, on va pas non plus chipoter, hein, voilà, voilà, en plus Havok, Cyclope, c'est quand même des relations assez particulières, mais bon. Mais la réalité c'est qu'ils ont un troisième frère, ou plutôt, je pense plutôt un demi-frère, qui se trouve dans l'espace, tout comme leur père, hein, se fait appeler Corsair dans l'espace, sa petite équipe de pirates. Et voilà, mais je sais qu'ils ont un frère méchant, Cyclope et Havok, et je me demande s'il fait pas partie de la garde là, parce qu'il y en a un qui a les pouvoirs à peu près dans le même style, mais voilà, j'irai pas beaucoup plus loin parce que ce frère là, voilà, Havok, Cyclope, j'ai déjà lu beaucoup de choses sur les deux, mais c'est vrai que ce troisième frère, j'ai lu des trucs dans des encyclopédies, mais je le connais pas plus que ça, donc je vais pas trop m'étendre sur lui. Du coup, la sœur de l'impératrice refuse de voir l'impératrice justement se marier avec un terrien que eux ils voient comme une sous-race, voilà, qui en plus, comme ils disent à un moment donné sur la planète, les mutants sont une sous-race, enfin bon, ils disent pas ce mot-là, mais c'est clairement ce qu'ils sous-entendent, c'est clairement une sous-race d'une sous-race pour eux. Donc comment une créature méga inférieure pourrait se marier avec une impératrice d'une civilisation supérieure? Bref, la meuf, hein, on comprend tout de suite si elle avait existé, dans quel camp elle aurait été à la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà. Et pour accepter que Charles Xavier devienne vraiment le mari de l'impératrice, il faut qu'il supprime tous les souvenirs qu'il a de sa vie de terrien, dont oublier Magneto et Charles Xavier. Déjà, une chose qui est intéressante, c'est que malgré la sœur de l'impératrice est une grosse connasse, déjà les autres membres de la garde, même si on les voit pas tous, on les voit vite fait dans le combat, dans l'intro, mais après on les revoit pas beaucoup, on sent que eux ils sont pas pareils. D'ailleurs Gladiator, lui il est vraiment loyal à fond envers l'impératrice. Donc c'est plutôt cool de voir que voilà, elle pense un truc qui peut avoir un impact sur le peuple, mais qui a un impact sur certains membres des soldats là, mais en tout cas pas sur la garde et encore moins sur Gladiator. D'ailleurs, le mec il fait une démonstration de force, c'est un truc de fou. Mais voilà, donc Charles Xavier doit accepter d'oublier Magneto, doit accepter d'oublier comment il s'appelle, les X-Men, et ce qu'il au début il accepte, mais en plus le truc terrible dans ce que veut faire la sœur de l'impératrice, c'est que c'est à elle, du coup l'impératrice, de supprimer la mémoire de son mari, ce qui est quand même un truc de fou. Et au final, quand Charles Xavier va hésiter à en gros récupérer la mémoire de perdre la mémoire des X-Men,
Du coup, ça va mener une petite rébellion hein, qui va très vite être calmée par Gladiator. Hein. Vraiment, il va exploser la gueule des gens. C'est incroyable à quel point il est puissant. Et après ça, on a Charles Xavier qui va utiliser ses pouvoirs de télépathe pour stopper le combat. Il va mettre tout le monde sur le plan astral, comme dans une salle de classe. Et là, il va parler d'à quel point la civilisation Shayar, en fait, est une civilisation globalement d'enfoirés, quoi. C'est vraiment les mecs qui... ça fait un peu penser au Danemark. Ouais, j'aime beaucoup le Danemark hein, en tant que culture et tout ça, mais ils ont quand même un petit côté avec le Groenland, hein, voilà. C'est qu'en gros, comme il dit Charles Xavier, ce que vous faites, vous pensez supérieur à tout le monde, pour la simple et bonne raison que dès que des civilisations émergent, vous les supprimez, hop, avant qu'elles deviennent trop grandes et aussi puissantes que vous, parce que tout simplement vous en avez trop peur. Bon, le Danemark n'a pas peur du Groenland, mais je reviendrai sur le cas du Danemark. Et sinon, quand des civilisations s'agrandissent, vous leur coupez l'herbe sous le pied, et ensuite vous leur promettez de les aider, mais en fait vous allez jamais les aider, vous allez juste les garder comme ça, dans votre empire, un peu en tant que... J'arrive pas jusqu'à dire esclaves, parce que les Shayars sont pas non plus les méchants de l'histoire, mais voilà, quoi, ils sont pas non plus... pas un peuple cool, quoi. Et l'analogie avec le Danemark, c'est que le Danemark, ils font un peu pareil que le Groenland sur la deuxième version de ce que j'ai dit. Dans le sens où le Danemark a promis par exemple l'indépendance au Groenland lorsque ces derniers seront indépendants financièrement. Sauf que vous avez vu la gueule du Groenland. C'est quasiment impossible que ce pays puisse subvenir à ses propres besoins. Genre, une grosse partie du territoire est totalement glacée. Là-bas, il y a énormément de gens qui vivent dans un alcoolisme de malade au point que il y a une ville où l'alcool est interdite tellement c'est un bordel à cause de ça. Enfin bref, le Groenland, quand on regarde genre France 5, tout ça, c'est tout mignon, c'est tout beau. La réalité du Groenland est un peu plus différente dans certains endroits. Et du coup, bah, le Danemark, comme ils disent, bah, le jour où vous pouvez vous subvenir notamment financièrement tout seul, et ben là, on vous donnera votre indépendance. Sauf que le Danemark sait très bien que le Groenland en est incapable. En est incapable, ils peuvent pas se nourrir tout seuls. Ils n'ont pas des terres suffisamment bonnes pour avoir des cultures et vivre tout seuls. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Il faut importer énormément de choses du Danemark. Et du coup, bah, le Danemark il joue là-dessus, en mode, bah voilà, nous, on vous a dit ça, le jour où vous en serez capable, on vous lâche. Sauf qu'ils savent très bien que bah, ça n'arrivera jamais. Vu le territoire qu'est le Groenland, ça n'arrivera jamais. Il y a très très peu de chances dans l'histoire de l'humanité que le Groenland devienne un jour indépendant du Danemark. Et l'Empire Shayar, bah, c'est ce qu'il fait. C'est que bah, voilà, bon, le Danemark n'a pas coupé l'herbe sous le pied du Groenland, hein, c'est plus le territoire en lui-même, de la façon qu'il est, qui fait que le Groenland, bah, c'est compliqué, très très compliqué à vivre. Mais eux, les Shayars, il y a un peu ce côté-là, où hop là, tac, on fait des promesses à des civilisations, qu'on va les aider, qu'on va les élever, mais en fait, en réalité, on les garde juste à notre coupe, parce que bah, comme ça, tant qu'on les garde sous nos ordres, et ben, on en fait ce qu'on veut. Et j'ai trouvé ça sympa. Alors, bien sûr, l'épisode n'est pas là pour parler du Danemark, c'est juste que, bah, pour avoir étudié le Danemark, ça m'a fait penser un peu à ça. Mais la scène est méga stylée, le plan astral, là, d'un coup, t'as tout le monde là qui se transforme en cadavre et tout. Il y a le cadavre d'un X-Men qui apparaît en géant, qui fait à moitié cadavre géant, sentinelle d'un X-Men et tout. L'image, elle est incroyable, elle est folle. Et en plus, bah, le machin attaque Charles Xavier. Et en fait, c'est comme ça que Charles Xavier, il se rend compte de ce qui s'est passé à Genosha. Et bah, du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il décide finalement d'abandonner son mariage, de donner raison à la sœur de l'impératrice, que bah, les humains, on ne peut pas leur faire confiance, mais Charles Xavier n'a pas l'intention de laisser bah, ces X-Men se faire, enfin, entrer en guerre avec les humains et finir dans un truc de malade. Bref. Et au final, on a une toute petite scène à la fin où on voit Bolivar Trask fuir une créature qui est celle qui a du coup commandité le massacre de Genosha
et qui n'est nul autre que Mister Sinistre. Voilà. Du coup, on va arrêter l'épisode là. Enfin, il y a des choses qui sont très bonnes dans cet épisode. Encore une fois, c'est pas l'histoire en elle-même qui est dérangeante. Je comprends un peu ce qu'ils ont voulu faire avec le Charles Xavier qui va décider de revenir chez les X-Men, Tornade qui va décider de revenir chez les X-Men pour un peu essayer de régler tous les problèmes qui se passent. Mais ça n'empêche que la structure de couper des épisodes en deux comme ça, alors qu'ils sont pas réellement coupés en deux, hein, c'est un coup on est avec Tornade, un coup avec Charles, un coup avec Tornade, un coup avec Charles, là où dans l'épisode 4 c'était vraiment coupé en deux. Ça n'empêche pas que moi, ces structures-là, elles me dérangent. Je comprends au moins dans l'épisode 6, ce qu'ils ont voulu faire, parce que dans l'épisode 4, les deux épisodes n'ont vraiment rien à voir. Là, tu sens que sur la fin des deux histoires, on mène à la même chose, c'est un X-Men va revenir à l'Institut Charles Xavier. Voilà, c'est un peu ce qu'on veut nous dire. Mais ça n'empêche que la structure, j'aime pas. Voilà, ce genre de structure, j'aime pas. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là. Passez une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, vous abonner si vous avez aimé, à me dire également ce que vous avez pensé, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.